Le radis de la méduse. Chapitre 10. Indiana. Longtemps, Indiana s'était levée de bonne humeur, réveillée par le chant enthousiaste du coq, dont les plumes rutilantes et bigarrées luisaient aux premières lueurs de l'aube, parcourues de reflets irisés, dans lesquels paraissait se profiler tantôt la moire assombrie de nuages véloces, caracolant entre de timides irruptions solaires, tantôt la fulgurance des chatoiements diaphanes d'une irradiation lunaire subrepticement surfilée, avant de parcourir sa pâture natale sous l'œil attendri de sa mère déjà avide de gazon, et peut-être d'une épluchure de pommes de terre perlée de rosée, mais bientôt, bien trop tôt, tandis que des oies pataugeraient dans une flaque et qu'elles se laisseraient bercer par les cancanements et les caquettements continus de canards alertes que l'examen attentif d'un batracien égaré murait en nasillement fébrile, alors même qu'elle ignorerait encore tout de la sombre trame de sa destinée fuyante et n'engloberait pas encore dans l'enveloppe craquante d'un concept sibyllin les 1000 plates-bandes du jardin potager qui jouxtaient la pâture, ni d'ailleurs les contours incertains de l'enclos qui la verrait engraisser en pourfendant jour après jour les légumes déversés par tombereaux et immanquablement annoncés par des bruits de bottes accompagnés du chuintement d'une roue voilée comme ceux, plus frais, plus désarmés, qui lui seraient livrés par un chou charitable à travers une brèche secrète et ô combien providentielle dans la trame du grillage, au son pittoresque, puissant, presque endiablé, et certainement marqué au coin de réminiscences antiques du chant muet de salsifis télépathes, elle qui ne serait encore qu'un petit goré, dont le père, rarement dans la soue, ramènerait de chacune de ses escapades la puanteur d'une truie différente, ce dont sa mère ne s'accommoderait jamais vraiment, disant « gnouf gnouf » du bout du groin lorsqu'il saliverait sur ses 8 mamelles, se refusant sous divers prétextes et trouvant toujours, pendant les absences du gros verrat, un motif pour le dénigrer. Au lieu de conforter la croissance psychique d'Indiana par des anecdotes valorisantes, redorant le blason d'un père, seul à même de constituer un rempart efficace à la démesure castratrice de cette mère précoce, trop tôt délaissée, à la fois distraite et envahissante, sous l'ombre de laquelle grandirait Indiana, tant et si bien qu'elle finirait par concevoir un doute sur la valeur de modèle inhérent au statut parental dans un monde où une brouettée de gazon ferait son délice, à condition que la saison s'y prêtât, et que petit tonnerre, le poulain qui caracolerait parfois dans la pâture, se montra d'humeur partageuse, ce qui ne serait pas toujours le cas, car il lui prendrait parfois des envies de monopole, et il ne manquerait pas d'arguments, de cet tas d'herbes peu étalées à l'enivrante odeur de fermentation, où se mêlerait le méthane, la chlorophylle et la tentation d'un pétillement inédit, presque transgressif, serait de mauvaise humeur. Elle pourfendit Tony d'un coup de canine et le coupa en deux. « Avance ici, gros cochon !» cria-t-on. « Je allons broyer ton groin !» cria Annie. « Gnanf, gnanf, j'aime pas le navet, ça pique !»« Avance, te dis-je, crains la fureur de Tony. Ta dernière heure est arrivée. »« Tony, mon chéri, que t'est-il arrivé? Palsève verte, c'est horrible !»« Ne te mêle pas de ça, Sandy. Reste où tu es, ma chérie. »« Gnanf, gnanf, gnanf. »« Tenez bon, tiens bon, dit Sandy. »« Et vous, les salsifis, qu'est-ce que vous attendez? Mais faites quelque chose. »« Sandy, non, inutile de prendre des risques inutiles, dit To. »« Oh là là, c'est flippant, vite, roule-moi hors d'ici, dit Ni. »« Arrête de parler en même temps que toi-même, je comprends rien. Oh, mais le cochon recule. » Les salsifis, décidés à élucider le mystère de ce couple hors norme, avaient fini par se ressaisir. Non seulement ils étaient parvenus à générer une puissante suggestion destinée à faire croire à Eddie que le sacrifice était consommé, mais en plus, en unifiant sporadiquement leurs émissions, ils avaient créé une onde de choc qui eut un effet répulsif sur le cochon. Pendant ce temps, les plus hardis se hâtèrent sur les lieux du drame. Quelle ne fut pas leur consternation à la vue de la dichotomie intrinsèque de Tony, réduit en 2 morceaux, et du désespoir de Sandy. Pour les consoler,
ils les ramenèrent dans leur panier à salade en leur recommandant de pleurer beaucoup. Plus tard, des salsifis parmi les plus compétents rendirent visite aux prisonniers et se livrèrent à une batterie d'examens qui mirent en évidence, selon eux, que seul To avait une chance de survie, à condition que Ni lui fasse un don de pulpe. Mais au moment d'emporter Ni pour les prélèvements, To s'interposa, arguant qu'il ne pouvait vivre sans Ni, suppliant qu'on les bouture. Quant à Ni, il essayait de se coller à To, entrelacer ses fans avec les siennes. C'était touchant à voir. Finalement, To s'énerva, décréta qu'il était hors de question qu'on le sépare de Ni. De toute façon, les salsifis se fichaient pas mal de les secourir. Ils n'avaient en fébrile que leurs recherches cruelles et ineptes. Il s'agissait à tous les coups d'un stratagème de plus pour mener une expérience inavouable. Il acheva en les traitant de filasses, philosèles et autres filipendules. Fou de rage, les salsifis lui sautèrent sur le demi-bulbe. Mais il s'en trouva pour saisir To, il s'en trouva pour saisir Ni. Il n'était pas d'accord sur le demi-navet à capturer. Sandy braillait qu'on lâchât son fiancé, sans qu'on sache très bien de qui elle parlait. To criait « Ni !» Ni criait « To !» Tout à coup, un contingent commandité par Heidi fit irruption dans le panier à salade. L'illusion s'était dissipée. Heidi, au comble de la fureur d'avoir été roulé dans la farine, ne digérait pas de fer blanc pour le sacrifice et s'y tenait mordicus. C'était une question de prestige. Cependant, ses foudres n'étaient plus dirigées que sur Sandy, qui, selon elle, n'avait rien pris. Ainsi, naturellement, que tous les salsifis attrapaient le pied dans le panier à salade en train de faire leur manigance. Tout ce beau monde fut amené, légumes militari, tandis que To et Ni étaient discrètement détournés vers une destination secrète. Et c'est devant une botte contrainte et forcée que Sandy se retrouva pour la deuxième fois poussé dans l'enclos aux cochons, en compagnie de Salsifis Flappy, résignée à mourir. « N'ayez pas de crainte, mes amis, pensa-t-elle. Je suis Sandy, la fille du potiron. On me voit le soir sur une dorade ou un poisson-chat. Mais j'accommode très mal la truie. Ayez confiance, nous allons tous être sauvés. » Pendant ce temps, la botte des spectateurs ressassait à tout rompre. « Y en a marre! C'est toujours les mêmes spectacles. Avec Malabar, on rigole plus. La cruauté sans imagination, c'est comme de l'engrais sans potasse. » Soudain, Indiana parut. Elle non plus n'avait pas l'air contente d'être dérangée 2 fois de suite. Heidi plia une feuille vers la terre et la truie se jeta sur les martyrs avec un grognement sauvage. Elle ouvrit les mâchoires.